conversation. Un invité. Un mot, une conversation. Un invité, Un mot. Une conversation. Les lundis du 1. Bienvenue dans les lundis du 1, le podcast qui prend le temps de la conversation. Dans chaque épisode, Éric Fotorino reçoit un grand invité qui, à travers un mot, éclaire notre époque. Pour cette rencontre, la journaliste Émilie Aubry, invitée d'Éric Fotorino, a choisi le mot « voyage ». Bonsoir. On est là pour évoquer le paysage de nos invités et ce soir particulièrement le paysage ou les paysages d'Émilie Aubry que je suis très heureux d'accueillir ce soir. Bonsoir Émilie. Bonsoir Éric, merci de me recevoir. Bonsoir à tous. Merci de commencer l'année avec nous et de nous inviter au voyage. Alors tu as choisi ce mot et effectivement pour tous ceux qui te connaissent et qui te suivent, en particulier bien sûr à travers cette émission phare d'Arte, puisque c'est une des plus anciennes émissions depuis 1990 que Le Dessous des cartes a été créé. Mais alors pour commencer, quelques mots sur toi, parce que bien sûr on t'a connu à travers Théma, à travers l'Esprit public sur France Culture, et puis ceux qui ont plus de mémoire t'ont connu d'abord à la chaîne parlementaire, à LCP. Et moi, j'ai le souvenir de cette première en France, peut-être on n'en a plus vraiment conscience aujourd'hui, mais en 2006, lorsqu'une première primaire d'un grand parti de gouvernement a été organisée, en l'occurrence du Parti socialiste, la première primaire, et c'est toi qui as eu cette charge, avec Emmanuel Kessler, d'animer les 3 rencontres, je crois, qu'il y avait eu à l'époque. Et alors, je voulais te demander, peut-être pour commencer, de passer de la politique à la géopolitique. Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi a été inscrit ou est-ce que c'est les hasards qu'on connaît dans le métier de journaliste qui font qu'à un moment donné, eh bien, justement, une carte se retourne et puis on la saisit et on en fait quelque chose à soi? Eh bien, j'ai souvent le sentiment que je n'ai rien planifié en fait dans ma vie professionnelle, ou alors une planification inconsciente, mais je savais que je voulais être journaliste. Ça, c'est une certitude que j'ai eue assez tôt pendant mes études. Je suis allée vers la chose politique un peu par accident, parce qu'après Sciences Po, j'avais envie de travailler rapidement, j'avais envie de gagner mon autonomie, mon indépendance, et qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, quand on sort de Sciences Po, on trouve très facilement des emplois à l'Assemblée nationale. Donc j'ai été une petite attachée parlementaire pendant quelques temps, et en fait, ça m'a amenée à un poste d'observation de la vie politique que j'ai trouvé absolument passionnant. Mais ça m'a conduit, par le hasard des choses, à travailler pour quelqu'un qui était le président de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, qui s'appelait, puisqu'il n'est plus, Paul Quillès, et qui, en fait, immédiatement m'a donné un accès à la géopolitique, puisqu'il présidait cette commission de la défense, et que j'ai eu cette chance de travailler auprès de lui à un moment où il y avait 2 missions d'information et une commission d'enquête absolument passionnantes, celle sur le Rwanda et celle sur le Kosovo, puisqu'on était encore vraiment dans cette phase de guerre des Balkans. Ça a été déjà l'occasion d'un premier voyage d'études absolument passionnant avec lui au Kosovo et en Macédoine. Et puis après, il y a eu assez vite, je dois dire, une lassitude du journalisme politique, lassitude après quand même presque une petite décennie. Donc j'y ai fait mes armes, j'ai commencé comme reporter et ça, pour moi, c'est fondamental, c'est-à-dire de ne pas directement être une créature qui fait de l'antenne. Pour moi, c'est fondamental. Être reporter politique, c'est très formateur parce que aller se coltiner les meetings en région, les points presse dans les départements, les campagnes municipales, les campagnes législatives, les réunions Tupperware qu'organisent les différents candidats, voilà, c'est une approche du terrain extrêmement formatrice. Et puis après, il y a eu l'antenne. Mais la chance que j'ai eue en étant à la chaîne parlementaire, c'est pouvoir faire les deux. Mais donc, je n'ai rien planifié, mais ce qui est certain, c'est qu'au bout de 10 ans, quand je regardais mes admirables confrères et consoeurs journalistes politiques et que je les voyais avec passion aller, salle des 4 colonnes, chaque mardi et mercredi pour les questions au gouvernement, je me suis dit, je ne peux pas rester trop longtemps là. Et j'avais vraiment une espèce de sentiment presque physique, un peu de claustrophobie. J'avais besoin d'ouvrir les fenêtres. Et après, c'est vrai que mon petit cheminement professionnel raconte des changements d'échelle. Donc, il y a la vie politique, et puis il y a cette proposition d'Arte d'aller travailler via l'agence CAPA pour une émission qui s'appelait Global Mag, où chaque semaine, j'allais dans un pays européen différent à la recherche
recherche de solutions vertes, comment essayer de bâtir un avenir plus éco-responsable. Donc voilà, échelle européenne, jusqu'à le monde est devenu mon sujet à partir du dessous des cartes. Donc il n'y a pas de planification, mais il y a, comme disent les géographes, un changement d'échelle récurrent. Et alors, même quand tu étais journaliste politique, tu avais cette curiosité par le voyage? Est-ce que tu es une voyageuse par ton sac à dos? Est-ce que tu as beaucoup voyagé dans ta vie non professionnelle? Oui. Alors, j'ai pas mal voyagé avec mes parents. Merci aux parents qui font voyager les enfants. J'avais un beau-père qui aimait vraiment le voyage familial, qui vraiment aimait nous conduire. Donc, il y avait comme ça de grandes migrations. L'été, on était 3 filles et ma mère, et on embarquait comme ça pour des routes très longues. On a comme ça parcouru toute l'Andalousie. On prenait des bateaux pour aller au Maroc et la traversée durait 2 jours. Et pour moi, c'est mon premier souvenir du voyage. Je devais avoir 7 ans. Mais j'ai un souvenir très vif de cette traversée de l'Espagne, des sculptures de Tio Pepe dans ces paysages un peu désertiques, de prendre le bateau, d'arriver, voilà, c'était la première fois que je foulais le sol africain, cette découverte du Maroc, cette découverte du Maghreb. Ce qui est certain, c'est que je suis tombée amoureuse très très vite de ces ambiances-là, du Maghreb, de ces ambiances orientales. Et voilà, et la vie professionnelle aujourd'hui m'offre cette possibilité d'aller dans ces paysages-là, d'aller dans ces réalités-là. Et donc oui, j'ai eu comme ça quelques accès privilégiés au voyage en étant petite, en étant jeune. Les voyages professionnels, vous les abordez de façon très différente et je ne déteste pas cette professionnalisation du voyage. C'est-à-dire y aller pour observer, pour raconter quelque chose et pour partager quelque chose et pour transmettre une expérience de voyage. Cette émission, Le Dessous des cartes, c'est Jean-Christophe Victor, qui était, je crois, le fils de Paul-Émile Victor, donc qui, lui, devait avoir le goût des explorateurs, pour le coup des explorations, qui avait créé cette émission. Comment ça marche et comment cette émission a trouvé un tel écho, dans la mesure où tu vas nous le dire, elle s'est démultipliée, elle a pris beaucoup de formes, jusqu'au livre, on en parlera tout à l'heure. Mais comment ça marche, Le Dessous des cartes? Elle est d'abord le fruit, cette émission, de l'idée géniale et d'une prise de risque incroyable de Jean-Christophe Victor à la fin du XXe siècle, qui est de faire le pari qu'une émission 100% basée sur des cartes, à l'époque 100% statique, l'animation des cartes, elle est venue plus tard, une sorte de cours de relations internationales, parce qu'à l'époque, à son époque, le mot géopolitique était beaucoup moins en cours qu'il ne l'est aujourd'hui. 12 minutes d'explication du monde par les cartes, ça pouvait rencontrer un écho et trouver un public à la télévision. Donc, intuition géniale, et en effet, ça a marché. Et moi, je regardais Le Dessous des cartes de Jean-Christophe Victor. C'est d'ailleurs une expérience assez, d'abord très déroutante et très paralysante, lorsqu'un diffuseur vous propose de reprendre les rênes d'une émission que vous avez d'abord beaucoup regardée et quelqu'un que vous avez beaucoup admiré, qui est Jean-Christophe Victor. Donc j'ai d'abord juste été la voix et le visage de cette émission, et puis progressivement, j'en suis devenue la rédactrice en chef, ce qui est passionnant, parce qu'en effet, c'est animé une équipe formidable, composée de talents et de métiers très différents. C'est d'abord des journalistes, bien sûr, surtout depuis que j'ai repris cette émission. Du temps de Jean-Christophe, c'était d'abord une émission de chercheurs. Oui. Aujourd'hui, c'est vraiment une sorte de dialogue et de pas de deux entre le monde de la recherche, le monde universitaire et le monde journalistique. Et j'ai cette mission-là de faire dialoguer justement ces deux mondes et ces deux univers. Alors, c'est 8 personnes qui sont là de façon permanente. 4 à l'éditorial et 4 à la production, donc c'est pas très nombreux, pour aujourd'hui produire plusieurs formats, puisque quand j'ai repris l'émission après le décès de Jean-Christophe, Le Dessous des cartes, c'était une émission hebdomadaire le samedi, qui à partir là, de janvier sera diffusée le vendredi, donc c'est la version longue. Et puis c'est devenu aussi un format pour le numérique, donc un grand entretien chaque semaine qui s'appelle Une leçon de géopolitique, avec la création d'une chaîne YouTube qui compte aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'abonnés, donc c'est très conséquent, on est presque à 900 000 abonnés, on frôle le million, donc je ne le dis pas pour fanfaronner, mais ça raconte quelque chose sur la démocratisation et le rajeunissement du public du Dessous des cartes, et une sorte d'engouement et de curiosité générationnelle qui, à mon sens, est très bon signe pour la géopolitique. Et puis le Dessous des cartes, aujourd'hui, c'est des reportages sur le terrain. Pour moi, c'est fondamental d'aller au moins 2 fois par an dans la carte. Voilà, je trouve qu'on n'est pas une journaliste sérieuse quand on fait de la géopolitique derrière son écran d'ordinateur. Donc il faut aller dans la carte régulièrement. Et j'ai envie de faire une émission sur la mer Rouge. Je commence par aller identifier quelqu'un qui s'appelle par exemple Jean Loussana, qui est un très grand connaisseur de la région et qui va nous remettre une note universitaire. C'est une prestation rémunérée d'à peu près 20 000 signes, construite autour d'une vingtaine de documents cartographiques.
Et à partir de cette matière universitaire, eh bien, nous, on fabrique une émission de télévision. C'est ça. Et c'est cette transformation qui est passionnante. Et puis donc, il y a le rendez-vous quotidien, en tout cas du lundi au jeudi, pour 4 minutes à peu près, Oui. où tu nous Alors ça, donnes un point chaud un peu. Ça, c'est depuis la guerre en Ukraine, l'invasion russe de l'Ukraine, où en effet, Bruno Patino, le président d'Arte, quasiment du jour pour le lendemain, m'a dit, voilà, est-ce qu'à partir de ce stock de cartes formidables que vous avez avec les émissions hebdomadaires, est-ce que tu crois que tu pourrais proposer une déclinaison quotidienne ? Parce qu'il a eu l'intuition qu'on allait rentrer dans un moment de notre histoire où ce décryptage géopolitique quotidien, c'est-à-dire essayer d'expliquer simplement des actualités très complexes, allait devenir indispensable. Mais d'ailleurs, moi, je me suis évidemment plongé dans quelques-unes de ces émissions et j'ai été frappé par deux choses. D'une part, tu as fait une émission, enfin quand je dis une émission, c'est voilà 4-5 minutes, mais c'est très dur de faire court, où tu parles des GAFA, enfin de Trump et de Musk. Et donc, on n'est plus exactement dans la proposition initiale, mais c'est passionnant parce qu'on part de la Silicon Valley et on voit effectivement tous ces GAFAM, où est-ce qu'ils sont, et toutes les interactions, les États-Unis, l'Europe, la Grande-Bretagne. Donc, tu as fait évoluer aussi le concept de cartographie pure et dure. Alors, je suis attentive au fait de continuer de considérer que la carte ne doit surtout pas être un prétexte pour raconter le monde, et ça c'est particulièrement vrai dans la déclinaison longue de l'émission, donc dans sa version originelle, la version longue, etc. Mais dans ce défi qui est maintenant le mien, d'essayer de proposer chaque jour un coup de zoom sur l'actualité internationale du jour par les cartes, il y a des actualités où la carte est peut-être davantage un prétexte que pour d'autres sujets, mais le moins possible quand même. C'est-à-dire, la carte n'est pas juste une illustration de l'actualité. Il faut quand même toujours, pour qu'on reste le dessous des cartes, que la carte soit le point de départ. Et en réalité, on peut raconter beaucoup de choses par les cartes, mais certains sujets nous sont interdits dès lors qu'on doit les cartographier. C'est-à-dire, par exemple, tous les sujets sociétaux, lorsqu'il y a eu toute l'actualité du mouvement en Iran, Femmes, Vie, Liberté, quand on est dans des actualités comme ça qui sont d'abord très sociétales, c'est compliqué pour moi de les cartographier. C'est frustrant ? Non, c'est pas frustrant, c'est comme une sorte d'exigence. Et cette obligation de cartographier l'actualité, elle est aussi une espèce de gage de rationalité. Ça crée un rapport en fait assez dépassionné et rationnel à l'actualité. Pour cartographier une actualité, il faut pouvoir poser des faits, des chiffres, des lieux. Donc ça oblige, et ça me semble assez vertueux par les temps qui courent, d'en revenir aux faits bruts, aux data pures. Et puis notre promesse faite aux téléspectateurs, c'est de pouvoir justifier tout ce que nous mettons en avant. C'est-à-dire, on est en open source, comme on dit aujourd'hui, de façon quotidienne. Voilà, on doit pouvoir tout justifier, sourcer tous nos chiffres, tous nos faits. Oui, il y a eu aussi une de tes émissions où tu t'es penché sur ce qu'on appelle la guerre hybride, avec ces câbles sous-marins. Et c'était passionnant parce qu'en quelques minutes, on comprenait les enjeux, ce que tu appelles la guerre invisible, ce qu'on ne voit pas. Mais tu remontais très loin aussi dans ces câbles qui ont été posés au 19e siècle. Voilà, c'est de l'histoire. Mais les câbles sous-marins, donc en 3030, j'ai dit l'essentiel, mais enfin évidemment c'est un sujet abyssal. J'en parle plus longuement dans notre dernier atlas que je voulais justement vraiment consacrer à tous les enjeux maritimes de la puissance aujourd'hui. Enjeux maritimes de la puissance parce qu'au XXIe siècle, 98% de nos communications, elles passent par ces câbles sous-marins et non pas par les satellites, comme beaucoup de gens le pensent encore, parce que 90% du transport commercial aujourd'hui se fait par la mer, parce que la rivalité entre la Chine et les États-Unis, elle se joue particulièrement sur le terrain maritime et particulièrement dans cette nouvelle région stratégique de l'Asie-Pacifique. Mais c'est vrai que les câbles sous-marins, c'est géopolitiquement et cartographiquement passionnant parce que c'est à la fois très cartographique et en même temps c'est invisible. Et en fait, c'est cartographier 20 000 lieues sous les mers, en fait. Et c'est cartographier plus de 500 câbles sous-marins aujourd'hui, sans lesquels la mondialisation n'est pas possible, en fait. Donc c'est un enjeu de pouvoir, évidemment, considérable. Alors, je voulais te demander... qu'est-ce que ça dit une carte, avant qu'on rentre dans certaines cartes ? Pourquoi ça fascine les cartes, à ton avis ? Alors, en effet, je pense que c'est quand même une fascination universelle. C'est-à-dire, moi, j'ai un goût particulier pour les cartes, mais je pense qu'il est à peu près partagé par tout le monde dans cette salle. Alors après, c'est une passion qu'on peut entretenir. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis lancée dans une collection de mapmondes qui est légèrement névrotique aujourd'hui. Mais donc voilà, je ne peux pas résister à l'appel d'un planisphère ou d'une mapmonde, etc. Mais je pense que même quand on n'est pas conscient de cette fascination pour les cartes, n'importe qui, quand il est devant cette carte de la mer Rouge, qui est particulièrement d'abord belle
est fascinante. On est fasciné parce que c'est comme une sorte de matérialisation. D'abord, la carte, c'est toujours la première étape du voyage. Ça, c'est universel. Et c'est vrai de l'Antiquité à nos jours. C'est toujours la première étape du voyage. C'est une manière, comme dirait l'autre, de voyager dans sa chambre. Il y a une fascination parce que c'est une projection matérielle et concrète du lointain et de l'étranger. C'est-à-dire que le lointain et l'étranger, d'un coup, deviennent accessibles par le regard. En un seul regard, on peut embrasser le monde avec une carte. Alors, précisément, l'émission s'appelle Le dessous des cartes. Comment tu tiens cette promesse? C'est-à-dire que, voilà, on a des cartes qui sont très bien faites, très bien établies. Qu'est-ce que ça veut dire le dessous des cartes? C'est aller chercher quoi, finalement? En fait, je crois que si je devais mettre un sous-titre à cette émission, c'est comprendre le monde par les cartes. Et c'est aussi apprendre à lire une carte. Oui. Alors, je ne sais pas, prenons un exemple concret, sinon de la mer Rouge. Donc, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture sur une carte. Donc, on peut commencer, premier niveau de lecture, par regarder tous les pays qui habitent cette région du monde absolument fascinante. Et puis après, il y a différentes échelles. On peut décider, par exemple, évidemment, d'aller zoomer sur cette partie-là ces dernières semaines et ces derniers mois, on va dire depuis particulièrement le 7 octobre 2023, qui concentre tous les jours, qui fait la une de l'actualité mondiale, et juste regarder la petitesse du périmètre sur lequel se passe cette actualité absolument centrale du XXe siècle et du XXIe siècle. Mesurer, par exemple, la proximité qui existe aujourd'hui entre Damas et Beyrouth. Prendre conscience qu'Israël, c'est 3 départements français. C'est à peine plus de 400 km de long. Prendre conscience aussi, alors après, autre niveau de lecture, de l'importance de la façade maritime de l'Arabie Saoudite sur la mer Rouge. Et donc, de comprendre pourquoi, pour l'Arabie Saoudite, il est aussi fondamental que le calme revienne entre la question palestinienne et la question israélienne. Pourquoi ? Parce qu'il y a toutes ces ambitions de Mohamed Ben Salman aujourd'hui sur la façade maritime, des projets de développement touristique. Vous avez certainement entendu parler du projet NEOM, et qu'au fond, tout le développement de NEOM est à quelques dizaines de kilomètres seulement de Gaza et des territoires palestiniens. Voilà, en fait, à partir d'une carte, on peut raconter le monde et on peut raconter plusieurs niveaux de cette actualité-là. Oui. Et en fait, la carte permet le changement d'échelle, et c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire qu'elle permet de mettre en lien, de mettre en contact, à la fois d'un point de vue géographique, mais d'un point de vue journalistique aussi, des espaces. Et au fond, on est là dans ce qui fait la définition de la géopolitique, c'est-à-dire c'est la géographie et les relations internationales. Et de fait, la carte, elle met en lien ces 2 domaines-là. Alors, quand on regarde cette carte en particulier, qu'on voit Israël, d'abord ça me rappelle cette phrase de Golda Meir, qui était Premier ministre israélien, qui disait le drame entre nous et les Palestiniens, et le drame d'Israël, c'est qu'il y a trop d'histoire et pas assez de géographie. Exactement, et pas assez de territoire. Ouais. Quand on voit ça, c'est vrai que tu l'as dit, c'est 3 départements, c'est un mouchoir de poche. Et est-ce que la vision des cartes ne montre pas quelquefois qu'un problème est insoluble ? Eh bien, si l'on se penche sur cette question vertigineuse et complexe, la question israélo-palestinienne, bien sûr que si, c'est d'abord une question cartographique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir malgré tout que certains envisagent déjà des scénarios cartographiques. Ouais. Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la proposition qui a été faite par Ehud Olmert, ancien Premier ministre israélien, et un ancien ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne. Donc, un Israélien, un Palestinien qui se mettent ensemble pour écrire une tribune qui diffuse absolument dans le monde entier et qui essaye de penser ensemble, cartographiquement aussi, un plan de paix. Et on se rend compte que bien sûr c'est très difficile, mais que des solutions existent. C'est-à-dire il y a un phénomène absolument indispensable qui serait, alors on va parler de Trump après, et évidemment de en quoi ça peut rendre très difficile ce scénario-là, c'est recréer une connexion possible entre la bande de Gaza et le reste des territoires palestiniens. Donc c'est établir un corridor qui par définition traverse forcément le territoire israélien. Et c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire c'est lâcher des parcelles de territoire israélien pour reconnecter ces différents territoires palestiniens.
mais quitte peut-être en échange, c'était en tout cas la proposition d'Olmert et de ce responsable palestinien, quitte à laisser une partie des colonies israéliennes en Cisjordanie aujourd'hui. Malheureusement, ce plan, mais en tout cas qui cartographiquement se tient, on ne sait pas ce qu'il va devenir, d'autant plus que personne ne sait aujourd'hui ce que sera la politique de Donald Trump. Est-ce qu'en effet, comme le redoutent certains, il y a dans sa planification de permettre à Israël d'annexer purement et simplement la Cisjordanie? Certains des proches du clan Trump peuvent laisser penser cela, puisqu'ils ne prononcent même plus le mot de Cisjordanie, et qui parlent de Judée, et qui parlent au fond d'un territoire qui appartiendrait historiquement à Israël. On a aussi des proches de Donald Trump aujourd'hui qui considèrent que la solution dite des deux États n'est plus un sujet, ne sera plus un sujet en 2025. Donc voilà, mais ça c'est la politique. Mais en tout cas, géographiquement et cartographiquement, il y a des scénarios, en fait il y en a toujours eu. Oui. Par ailleurs, ce que propose et ce que promet le dessous des cartes, c'est aussi toujours un regard historique sur ces actualités-là. Et parfois, revenir en arrière, ça console un peu. Ça console un peu quand on se souvient des différentes guerres qui ont opposé Israël et le monde arabe, bien sûr 48, bien sûr 67, bien sûr 73, etc. Mais de voir que la paix a été possible et que certains accords de paix, on n'est pas revenu dessus. C'est-à-dire la paix entre Israël et l'Égypte, la paix entre Israël et la Jordanie, elle a été possible. De même qu'Israël a été capable, parfois, par le passé, de se retirer de territoires occupés. Les Israéliens se sont retirés de la bande de Gaza. Donc, c'est important. Moi, je trouve que c'est le passé qui peut offrir un peu d'espérance dans des moments où on est... Aujourd'hui, on vit en prise directe l'actualité, on vit la guerre en direct parce qu'on vit avec des smartphones. Donc on a un sentiment de dramaturgie permanente et quotidienne dont il faut aussi apprendre à se méfier. Et c'est en ça que la géographie et l'histoire sont à ce point fondamentales, parce qu'elles permettent de changer d'échelle et elles permettent aussi d'avoir de la mémoire. Mais ce qu'on se dit, c'est qu'il y a bien sûr l'état physique, géographique, mais il y a aussi les hommes, les femmes, qui sont au pouvoir dans ces régions, c'est plutôt des hommes. Quand tu dis Israël, quelquefois, c'est retiré, en effet, dans l'histoire, mais le dernier épisode en date très fort, c'était avec Sharon, avec la légitimité que pouvait avoir Sharon, et sur des territoires qui n'étaient pas des territoires bibliques. Aujourd'hui, on parle de territoires qui sont historiquement beaucoup plus marqués, et avec des responsables politiques qui sont beaucoup plus dévalués que ce que pouvait être Ariel Sharon à l'époque. Donc, est-ce que la configuration physique, géopolitique, elle n'est pas tout autant imprimée, orientée par les interlocuteurs qu'on peut avoir? Bien sûr, et je pense qu'on peut assez facilement, dans cette salle, se mettre d'accord sur le fait qu'on est assez peu confiant dans les scénarios de paix que pourrait envisager Benyamin Netanyahou, que la paix dans la région ne se fera évidemment pas avec Benyamin Netanyahou. Mais on aime aussi à se souvenir qu'Israël, à ce jour, reste une démocratie, alors imparfaite, une démocratie menacée, que le clan Netanyahou menace, notamment lorsqu'elle a tenté, avant de parler même de géopolitique et de questions palestiniennes, lorsqu'elle a tenté cette réforme des institutions, qui a donné lieu à des manifestations chaque vendredi. Ouais. Il y a encore une presse libre en Israël, même si le quotidien des journalistes de Haaretz devient plus compliqué, avec des pressions exercées par le pouvoir, mais Israël reste une démocratie. Ensuite, c'est vrai que là, on est dans une période épouvantable entre la radicalité d'un Benyamin Netanyahou et la radicalité d'un groupe que d'aucuns continuent légitimement de qualifier de terroriste, qui est le Hamas. Et qu'on est dans une configuration géopolitique qui va être compliquée à gérer. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'on a vécu pendant plusieurs décennies dans une opposition. Il y avait Israël d'un côté, le monde arabe de l'autre. Aujourd'hui, Israël est réconcilié par les accords d'Abraham qui ne sont pas caducs, avec les Émirats notamment, avec le Maroc, avec Bahreïn, avec la Jordanie, avec l'Égypte. Et aujourd'hui, l'ennemi d'Israël, c'est l'Iran et tout ce que représente l'Iran. Donc on est dans cette configuration-là. En fait, ce qu'il y a de plus intéressant à observer dans les semaines qui viennent, c'est comment Trump va traiter la question iranienne. Peut-être qu'il est un peu hâtif de se dire que Trump va traiter l'Iran comme il l'a fait lors de son premier mandat, avec, souvenons-nous, de la sortie de l'accord sur le nucléaire iranien.
il y a aussi des experts de la région qui pensent qu'il va peut-être être dans une logique assez transactionnelle avec l'Iran, avec un Iran très affaibli par les opérations israéliennes, par l'affaiblissement considérable du Hezbollah libanais, par la chute du clan Assad, et que cet Iran affaibli, au fond, Trump pourrait peut-être traiter avec lui. Ce podcast vous est proposé par le 1 Hebdo, l'hebdomadaire qui décrypte l'actualité en 1 heure de lecture. Retrouvez le 1 Hebdo chaque semaine, en kiosque et en librairie, et à l'abonnement sur le 1hebdo.fr. Vous pouvez assister au lundi du 1, chaque mois, à la bourse de commerce Pinot Collection. Pour rester informé, abonnez-vous à notre newsletter La Lettre du 1. Il y a quelque chose d'important que tu dis, c'est le poids du terrain. C'est-à-dire qu'on est dans un monde aujourd'hui où on croit être informé quand on regarde un écran. Et notre métier, c'est d'aller voir. Et ça, c'est quelque chose qui, pour toi, reste très important, je pense, et qui permet justement non seulement de pouvoir bien construire tes émissions, mais de toucher du doigt la réalité du monde tel qu'il est, tu disais tout à l'heure, aller dans les cartes. Aller dans les cartes et éprouver les enjeux, en fait. Ouais. Voilà. Et parce que, je veux dire, je pourrais très facilement me contenter de faire une émission comme ça, un peu professorale ou universitaire, en me reposant justement sur tous ces chercheurs qui travaillent avec nous et pour nous. Mais en fait, je reste profondément journaliste. Je l'ai dit tout de suite à la direction d'Arte quand on m'a proposé de reprendre cette émission. Je leur ai dit, je ne pourrais pas me transformer en universitaire et je resterai profondément journaliste. Mais aller éprouver les enjeux, oui, typiquement, alors ça peut nous amener à parler de cette carte, mais si on allait se balader en mer Baltique, j'ai eu l'occasion d'aller naviguer plusieurs jours à bord d'une frégate de l'OTAN en partant de Gdynia en Pologne, mais en naviguant ensuite au large des États baltes et en allant pas très très loin de Kaliningrad, donc cette enclave, enfin plutôt exclave comme disent les géographes russes, au cœur une de exclave. Enclave parce que enclave c'est quand il n'y a pas la mer autour. Là, c'est je connais territoire. Esclave, mais je connais pas exclave. C'est un territoire enclavé mais qui a une ouverture sur la mer. Bon, je dis parce que moi j'ai droit à des courriers d'universitaires après, donc je ne dirai plus jamais enclave pour parler de Kaliningrad. Mais quand on navigue justement en mer Baltique, qu'on se rapproche de Kaliningrad et qu'on voit sur les écrans de contrôle de l'armée à bord des Sukhoi russes venir s'amuser à chatouiller, frôler, donc les avions russes, les avions de combat, frôler les lignes de frontières des pays membres de l'OTAN, on voit bien en fait à quel point cette confrontation elle peut devenir très directe et comment la menace en réalité elle est aussi déjà géographique. C'est intéressant de se souvenir de ce qu'était la mer Baltique avant 1991, c'est-à-dire avant la fin de la guerre froide, c'est-à-dire avec la Finlande qui était un pays neutre, les États baltes, la Pologne... Donc Estonie, Lettonie, Lituanie. Exactement, Estonie, Lettonie, Lituanie et la Pologne qui était dans la sphère d'influence de l'URSS, donc avec une façade maritime pour Moscou qui était évidemment considérable. Bien sûr. Et puis, il y a la fin de la guerre froide, il y a évidemment les États baltes qui prennent leur indépendance, qui rentrent très rapidement dans le système de valeurs européen et occidental, en rentrant dans l'Union européenne, en rentrant dans l'OTAN, et on voit bien ce qui reste aujourd'hui de cette façade maritime russe, c'est-à-dire évidemment toute la façade qui est autour de Saint-Pétersbourg, mais il faut savoir que ce sont des endroits qui sont soumis aux glaces une partie importante de l'année, et puis il reste cette espèce de bizarrerie qui est ce territoire de Kaliningrad, mais enfin c'est dérisoire. Et donc ça c'est important, tous les dictateurs et tous les autocrates ont une obsession du territoire et ont une obsession de la carte. En fait, je pense que les autocrates ont une culture géographique qui est bien plus importante que celle des démocrates. Vladimir Poutine, en fait, il est obsédé par la carte et il est obsédé par le fait d'avoir perdu un certain nombre d'accès stratégiques à la mer. C'est passionnant de se souvenir que toute l'opération russe contre l'Ukraine, elle commence, et ça c'est moins connu, avant même l'annexion de la Crimée, qui est une péninsule, donc on est encore dans une problématique maritime, elle commence par l'annexion de cette toute petite mer stratégique qui s'appelle la mer d'Azov. En fait, à partir de l'indépendance, après la fin de la guerre froide, qui est longtemps une mer en partage entre la Russie et l'Ukraine, où tout se passe très bien, où les militaires russes et ukrainiens se croisent, se saluent, coopèrent, collaborent, etc.
Et puis, un peu avant l'annexion de la Crimée, Vladimir Poutine russifie cette mer d'Azov. Donc ça commence par des arraisonnages de navires de la marine ukrainienne. Et il y a d'abord cette OPA, cette russification de la mer d'Azov. Pourquoi la mer d'Azov ? Eh bien parce que par le petit détroit que vous voyez là, qui s'appelle le détroit de Kertch, on ouvre sur la mer Noire. Et comme tu l'as très bien dit, la mer Noire, c'est l'accès à ce que l'on appelle les mers chaudes. Et en fait, Vladimir Poutine, il est dans cette obsession-là. Il est dans cette très forte nostalgie de ce qu'a été l'Empire soviétique. Mais on a toujours une vision un peu terrestre des guerres que mène Poutine. En réalité, c'est aussi quelqu'un qui est obsédé par cette problématique maritime. Ouais, ça, c'est vraiment passionnant. Alors, est-ce que Vladimir Poutine a une carte mentale de la Russie qui ressemble à celle de ce qu'était l'Union soviétique, ou est-ce que c'est la carte plutôt religieuse de la Grande Russie? Est-ce que c'est l'idée que partout où on parle russe, même si c'est pas la Russie, ça doit être la Russie? C'est un peu ce qu'il a dit pour l'Ukraine notamment, mais c'est comme si on disait nous Français, ben, la Suisse ou une partie de la Belgique, c'est la France puisqu'on y parle français. Quelle est sa carte mentale à Poutine? Alors moi je pense qu'en fait il est assez basiquement, de façon un peu rustique, en fait toujours hanté par la carte de l'URSS. Ouais. Voilà. Et c'est particulièrement vrai pour la problématique maritime. Alors d'ailleurs, amusez-vous à taper Poutine et une carte, par exemple. Il y a un nombre considérable sur Google. Si vous tapez Poutine carte, vous allez tomber sur avoir accès à toute une iconographie de Vladimir Poutine posant devant des cartes. Ouais. Et en réalité, c'est une iconographie qu'on retrouve chez tous les dictateurs. Vous pouvez vous amuser en famille. Vous tapez le nom d'un dictateur, vous mettez le mot carte à côté. Les dictateurs adorent se faire photographier ou tirer le portrait quand il n'y avait pas encore la photographie devant de gigantesques cartes. Les dictateurs sont obsédés évidemment par la dimension territoriale et donc par la dimension cartographique. Et je pense que cette obsession des mers, elle est fondamentale. Certains stratèges russes, eux-mêmes, donc des intellectuels russes qui gravitent dans la sphère du Kremlin, ont théorisé pourquoi, pour l'avenir de la Russie, il était absolument fondamental de remettre la main sur la mer Noire. Et d'ailleurs, c'est souvent l'autre terrain de guerre qu'on oublie un petit peu. C'est-à-dire cette guerre en Ukraine, on a l'impression que c'est d'abord une guerre qui se joue sur un plan terrestre, et c'est vrai. Mais elle se déroule aussi en mer Noire. Et longtemps, alors c'est peut-être un petit peu moins vrai ces dernières semaines, mais longtemps, l'Ukraine a conservé l'avantage sur la mer Noire, sur ce terrain militaire de la guerre. C'est ça. Alors, deux questions avant qu'on avance, parce que c'est passionnant et il y a encore beaucoup de choses à dire. Est-ce que précisément, si l'Ukraine devenait bleue, entrait dans l'OTAN, on a vu que c'était un enjeu de discussion assez sérieux et dur, un point dur. Ça, c'est quelque chose qui est inacceptable pour Poutine. Alors en fait, je pense que, comment dire, et je trouve que notre consoeur Sylvie Kaufmann, que tu connais bien du Monde, l'a admirablement et courageusement raconté dans son dernier livre, c'est-à-dire comment on s'est mis des œillères et comment on a accepté ce narratif poutinien qui était de dire, et qu'on tient un peu moins quand même depuis février 2022, mais qu'on entend encore, sur l'idée qu'on a provoqué Vladimir Poutine et que l'OTAN, comme si c'était une sorte d'entité, presque de personnage géopolitique, était allé irriter le pauvre géant russe. Mais on oublie toujours que l'OTAN est composée d'États souverains et indépendants, dont la Russie de Vladimir Poutine a reconnu les frontières, et que les États baltes, par exemple, ont demandé, en tant qu'États souverains, à rentrer dans l'OTAN parce qu'ils avaient peur, justement, des projets expansionnistes de la Russie. Donc, je ne sais pas si c'est une ligne rouge. Je pense qu'au XXIe siècle, comme au XXe siècle, lorsqu'un État est souverain, il a encore le droit de choisir librement son adhésion à telle ou telle organisation internationale. Donc je pense que c'est aux Ukrainiens de décider s'ils peuvent ou non rentrer dans l'OTAN. Et après, je ne lis pas dans une boule de cristal, donc je ne sais pas ce que ce souhait deviendra. Oui. Alors, précisément, si la guerre s'arrêtait demain, ce sera bientôt les 3 ans de cette guerre, est-ce que la carte de la Russie serait changée, et de l'Ukraine, c'est-à-dire, on dit aujourd'hui, ils ne lâcheront pas ce qu'ils ont déjà obtenu. Est-ce que c'est quoi, 11%, 15%, 17% du territoire? Un peu en dessous de 20%. Un peu en dessous de 20%. C'est entre 15 et 20%. Est-ce que ça veut dire que, alors on ne sait pas ce que Trump fera, mais est-ce que ça veut dire que le risque pour l'Ukraine demain, c'est que cette carte ne soit plus vraie et que 20% du territoire devienne la Russie? Je ne sais pas répondre à cette question-là. Ce que je trouve en tout cas intéressant, là encore, cartographiquement parlant, c'est de voir en effet que 3 ans de guerre déjà, et même en réalité, on pourrait dire presque ça a commencé avec la plus de Crimée, 10 ans, c'est-à-dire voilà, depuis 2014,
c'est en fait de voir à quel point, et ça, c'est le dézoom qui permet ce recul-là, mais à quel point en fait c'est une mauvaise opération pour la Russie de Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'en gros, oui, on voit la Crimée et on voit en gros l'Est et le Sud de l'Ukraine et surtout le Donbass qui était déjà plus ou moins occupé par les troupes de Vladimir Poutine. En effet, tu l'as dit, depuis 2013, depuis 2014, c'était déjà une guerre qui ne disait pas son nom. Oui. Et c'est que, en dépit de l'énormité de l'offensive entreprise par Vladimir Poutine il y a 3 ans, au fond, la carte ne change pas tellement. C'est-à-dire, certes, la Crimée continue d'être annexée par la Russie de Poutine, mais elle y est en danger, confère le fameux pont de Kertch, ce pont de 18 km qui a été construit en 2018 par Poutine pour arrimer définitivement la Crimée à la mer patrie russe. Aujourd'hui, ce pont est en permanence attaqué. Donc, tu peux nous dire, il y a un pont de 18 km entre la Crimée... Qui arrime la Crimée au territoire russe. Par-delà le fameux détroit de Kertch, ça s'appelle d'ailleurs le pont de Kertch, qui a été inauguré en grande pompe par Vladimir Poutine avec plein d'images. 18 km de pont. Oui, c'est l'un des plus grands ponts européens. Et on voit Vladimir Poutine au volant de son camion inaugurer fièrement ce pont. Il y a même des t-shirts et plein de goodies aujourd'hui en vente en Crimée à l'effigie de ce pont, tant sa dimension évidemment est symbolique et stratégique pour le Kremlin. Mais en réalité, et c'est marrant, quand on a le recul de l'histoire, ça rappelle aussi un petit peu la Première Guerre mondiale où les opérations sont menées tambour battant dans les premiers mois de la guerre, et puis après, le front se gèle, se fixe et s'enlise, et c'est aussi exactement ça ce que raconte la guerre menée par Poutine. Donc, j'ai eu l'occasion ces derniers temps de rencontrer notamment des militaires ukrainiens dans le cadre de rencontres organisées par l'Institut français. Et il y a un épuisement, il y a une lassitude, il y a une fatigue, il y a évidemment tout cela. Donc il y a certainement des concessions territoriales qui pourraient être faites si elles sont faites en échange justement d'une sécurisation du reste de l'Ukraine par une entrée dans un certain nombre d'organisations internationales qui peuvent aller de l'Union européenne à l'OTAN ou par la garantie d'une sécurisation par les Européens, particulièrement de ces nouvelles frontières. Mais en réalité, je crois que personne ne sait, c'est-à-dire on peut toujours se rattacher aux propos de campagne de Donald Trump qui nous a promis de régler le problème en 24 heures. On voit bien que ça ne se réglera pas en 24 heures, ne serait-ce que, et là encore recul de l'histoire, on oublie toujours à quel point Vladimir Poutine est les États-Unis, même quand c'est les États-Unis de Vladimir Poutine. Il a été élevé culturellement Trump, comme cela au KGB. Vladimir Poutine déteste les États-Unis, que ce soit ceux de Donald Trump ou pas. Donc en aucune manière, Vladimir Poutine, qui est un obsédé du rapport de force et qui continue de considérer que son pays, la Russie, doit revenir au premier plan des relations internationales, en aucune manière Vladimir Poutine n'aura envie de donner à penser qu'il s'incline devant un plan de paix que lui propose la Maison-Blanche. Bien sûr. Alors, on va poursuivre le voyage que tu nous as proposé. Et là, on arrive en Asie. Pourquoi as-tu choisi ce voyage-là, de nous faire ce voyage-là? Alors ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça permet d'abord de raconter à quel point on est dans un moment d'histoire et d'actualité où nos amis les dictateurs n'ont jamais autant instrumentalisé la question de la carte. L'impérialisme russe, aujourd'hui, il est assez documenté, on en est tous bien convaincus. En revanche, c'est vrai qu'il faut aujourd'hui s'employer à contrer un narratif chinois, cette fois-ci, la Chine de Xi Jinping, qui aime se vendre comme une nation de paix. Et la diplomatie chinoise ne cesse de nous le raconter. La Chine n'intervient pas directement dans des conflits. La Chine est pour la paix dans le monde. La Chine travaille à l'ONU pour financer des opérations de casque bleu et pour financer des opérations de maintien de la paix. Mais dès qu'on va regarder sur le territoire maritime et singulièrement dans cette région de la mer de Chine méridionale, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a une conception expansionniste et impérialiste de la puissance chinoise. Et ça, je trouve que c'est encore assez sous les radars. C'est très traité quand même par les médias sérieux, mais je pense que si on va demander au grand public si la Chine est une nation de paix, je pense qu'un certain nombre de personnes nous répondront que oui. Mais la Chine brandit une cartographie alternative qui est contradictoire donc avec la cartographie onusienne, qui considère que quasiment la quasi-totalité, 90% de la mer de Chine du Sud, lui appartient. Et donc ça donne ce qu'on appelle cette langue de bœuf, ou ligne à 9 traits, mais en réalité récemment, la Chine a ajouté sur ses cartes officielles un 10e trait, et comme par hasard, ça inclut Taïwan, dans cette zone qui donc cartographiquement et historiquement appartiendrait à la Chine.
Et elle fait tout cela en colonisant, en annexant des îlots, des récifs sur lesquels elle construit des pistes d'atterrissage, des bases militaires, etc. Alors évidemment, ça ne plaît pas du tout aux autres pays riverains qui déposent des recours au nom du droit international. C'est le cas de la Malaisie, c'est le cas du Vietnam, c'est le cas du Japon, c'est le cas des Philippines, c'est le cas de Taïwan, pour dire mais non, ces récifs, ces rochers, ces îlots, ces territoires, le droit international, la Convention de Montego Bay nous les a attribués. Et voilà, mais on est dans ce monde-là où des hommes forts, des autocrates, des dictateurs, choisissez le vocable qui vous plaît, instrumentalisent cette question de la carte et produisent une cartographie alternative et un droit alternatif. Et la question qu'on peut se demander, qui est à la fois vertigineuse et un peu cauchemardesque, c'est comment on cohabite dans un monde où il n'y aurait plus cette norme en principe universel qui s'appelle le droit international. Oui. Alors, précisément, quels sont les enjeux pour la Chine de revendiquer cette zone économique exclusive pour elle et d'en priver c'est différent. On parle du Vietnam, on parle de la Malaisie. Il y a des enjeux de matières premières, il y a des enjeux de commerce. Enjeu commercial évident, puisque Singapour, qu'on voit sur cette carte, c'est le deuxième plus grand port de la planète. Oui. Et Singapour a en commun avec la Malaisie et l'Indonésie, ces 3 États pour un détroit, d'avoir en commun le contrôle de ce détroit stratégique qui est le détroit de Malacca. Donc vous voyez bien comment la mer de Chine conduit à cet endroit stratégique qui est le détroit de Malacca, par lequel aujourd'hui, alors pour résumer et simplifier un petit peu les choses, c'est par là que passe tout ce qui est produit par les usines chinoises pour aller vers les supermarchés européens, mais c'est aussi par ce détroit de Malacca que passent tous les hydrocarbures produits par les États riverains du Golfe arabo-persique pour aller justement nourrir, entretenir le moteur de la croissance et de l'économie chinoise. On est là dans ces nouveaux lieux stratégiques du monde d'aujourd'hui et encore plus du monde de demain, ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique, là où s'écrit l'histoire des 2 tiers à venir du XXIe siècle, puisque oui. Démographiquement, commercialement, économiquement, c'est là que ça va se jouer, et plus dans l'espace atlantique, par exemple. Et alors, quels sont les moyens dont disposent ces pays qui peuvent être comme ça lésés très fortement par les Chinois? C'est le droit international, mais sait bien... Le droit international, c'est déposer des recours devant des juridictions internationales, mais encore faut-il que la Chine les reconnaisse. Ouais. Elle les reconnaît pour certains aspects, mais elle ne les reconnaît évidemment pas pour ce type de procédure déposée par l'Indonésie, par la Malaisie, par les Philippines, etc. Ce sont des juridictions comme d'autres, on l'avait beaucoup dit pour la CPI, par exemple pour la Cour pénale internationale, qui n'ont pas de moyens coercitifs. Donc personne aujourd'hui n'a très envie d'aller déclarer la guerre à la Chine de Xi Jinping en mer de Chine du Sud, sachant que la Chine est en train de devenir la 2e plus importante puissance maritime de la planète, oui. Venant de challenger et talonner la puissance américaine. Alors justement, c'est là que je voulais en venir, c'est avec l'élection de Trump, on voit bien que Trump, son sujet, c'est pas tellement l'Europe, c'est la Chine. Une carte comme ça, Trump, il voudra faire quelque chose. Est-ce qu'on voit par exemple qu'il y a une montée protectionniste, isolationniste même, on pourrait dire que le protectionnisme est un pan de l'isolationnisme plus grand, mais il veut taxer à 60% les produits chinois. Est-ce qu'il va s'appuyer sur d'autres pays, justement? Est-ce qu'il va soutenir la cause d'autres pays contre la Chine? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut arriver? Alors, les États-Unis ont beaucoup investi un certain nombre de pays de la région qui étaient plutôt intéressés à l'idée de contrer la toute-puissance chinoise. Par exemple, une présence militaire américaine qui est beaucoup plus importante ces dernières années aux Philippines, typiquement. Et puis, c'est vrai qu'il y a une espèce de coalition qui ne dit pas son nom aujourd'hui entre les Taïwanais, entre les Philippins, entre la Corée du Sud, entre le Japon. C'est-à-dire qu'il y a les 2 grands ennemis historiques, Japon et Corée du Sud, puisque le Japon est ancienne puissance coloniale de la Corée. Il y a eu ce rapprochement qui, chez nous, passe sous les radars, mais qui était vraiment historique entre le Japon et la Corée du Sud, justement par peur de ce que peut être... Donc ils se coalisent contre les Chinois. Ils se coalisent contre la Chine, avec évidemment un rôle central joué par les États-Unis. Ouais.
on peut imaginer que ce serait stratégiquement une erreur fatale pour les États-Unis de se désengager vis-à-vis de ces alliés-là, mais on ne peut pas du tout penser non plus que Trump a envie de se retrouver lié dans de nouveaux conflits. Donc non, il n'ira pas, je ne pense pas, déclencher de conflit contre la Chine pour aider les pays de la région qui voudraient recouvrir la souveraineté sur des îlots et des récifs en mer de Chine du Sud. Après, ça fait partie des inconnus. C'est les deux grandes questions qu'on se pose. Si la Chine profite de ce climat de confusion internationale, soit pour envahir Taïwan, où j'ai eu l'occasion d'aller aussi, et ça, c'est une sacrée expérience. C'est une tentation permanente. C'est une tentation permanente. Que feront les États-Unis de Trump s'il y a cette invasion-là? On ne sait pas répondre à cette question-là, parce qu'on ne connaît pas suffisamment... On connaît la versatilité de Donald Trump, on sait qu'il a un socle idéologique assez puissant, mais on sait aussi qu'il a des logiques transactionnelles qui fait qu'on ne peut pas savoir ce qu'il va décider. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'en mer de Chine du Sud, il y a aujourd'hui une sinisation de cet espace maritime-là qui, en fait, est déjà là, qui est déjà actée. Est-ce que c'est une zone militarisée? Est-ce que tu parlais tout à l'heure de la mer d'Azov où les Russes ont arraisonné des bateaux ukrainiens. Est-ce qu'il y a des épisodes un peu de ce genre Absolument. Il y a aujourd'hui... en fait, c'est ça qui est d'ailleurs très préoccupant, c'est qu'il y a une sinisation de facto de cet espace maritime-là, qui est lié en effet à une toute puissance militaire chinoise dans la région, avec un développement en termes de sous-marins et de porte-avions et de puissance militaire en mer qui est considérable. Ouais. L'ambition de la Chine étant à l'horizon 2050 de devenir la première puissance maritime au monde. Donc oui, la présence militaire chinoise en mer de Chine du Sud, elle est évidente. Et la pression, elle s'exerce aussi dans les airs. C'est qu'il y a de plus en plus de compagnies aériennes aujourd'hui qui, de facto, acceptent de demander l'autorisation aux autorités chinoises de survoler cet espace maritime-là. Ce qui est incroyable, parce que ça ne correspond à rien en termes de droit aérien. Ce qui raconte aussi le cynisme chinois, c'est qu'il ne faut pas oublier que la Chine a fait fortune, a assis sa croissance économique sur ce principe de libre circulation maritime. Et que cette prospérité acquise, elle en vient à contredire complètement cette vision de la libre circulation dans cet espace-là. À la refuser aux autres. Je voulais te poser une ou deux dernières questions, parce que c'est passionnant d'avoir fait justement sur ces spots, de s'être arrêté sur ces endroits très chauds du monde. Est-ce que toi qui regardes justement, qui vas sur le terrain, qui vois tellement de cartes, tellement de problématiques défiler, est-ce que tu as le sentiment, alors je ne sais pas si c'est une question de sentiment d'ailleurs, ou la certitude ou l'intuition que des blocs sont en train de se reconstituer, c'est-à-dire à une époque où on dit c'est les nationalismes qui l'emportent, mais est-ce qu'on n'a pas le bloc chinois, l'Amérique, l'Europe, le Sud profond, comment se découpe le monde d'aujourd'hui d'une certaine manière? Alors, en tout cas, je trouve qu'il y a des concepts vaguement paresseux. C'est-à-dire le concept de Sud global, je le trouve intéressant, mais je ne le trouve pas archi-rigoureux quand on le pousse vraiment au bout. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'on entend par Sud global. Par exemple, quand on va à Taïwan, en face de la Chine, on ne se dit pas que la démocratie est une valeur réservée aux bobos sociaux-démocrates scandinaves. Enfin, il faut aller à Taïwan pour voir ce que c'est qu'avoir envie de défendre la démocratie. Voilà, la démocratie taïwanaise, c'est beau à observer. C'est-à-dire, quand vous baladez à Taipei, il y a des manifestations quasiment à chaque coin de rue, il y a des drapeaux ukrainiens partout, il y a des manifestations féministes, il y a des manifestations pour défendre les exilés de Hong Kong qui viennent se réfugier à Taipei. Donc, c'est pour ça que je trouve ce concept de Sud. Enfin, Taïwan fait partie du Sud d'une certaine manière et Taïwan est profondément démocratique. Moi, je crois à l'universalisme de ces valeurs-là. Je pense qu'il y a une revendication universelle, une aspiration universelle à vivre dans un véritable état de droit où il y a une liberté de pensée, une liberté d'expression, une liberté de la presse, une liberté d'association, etc. etc. Donc, en tout cas, moi, ce concept de Sud global, j'en vois assez facilement les limites. On trouve des enclaves démocratiques absolument partout dans le monde. En revanche, il n'y a qu'une chose qui m'apparaît un peu évidente, c'est que c'est très à la mode de parler de polyamour. Je pense qu'on est dans un moment de polyalliance. Alors, en ce moment, je travaille pas mal sur les Émirats parce que j'y pars dans quelques jours. Donc certains diront qu'on est dans un moment de
pragmatisme absolu des relations internationales, d'autres diront cynisme. Prenons l'exemple des Émirats arabes unis qui faisaient partie des premiers partis à vouloir réhabiliter Bachar el-Assad, de le réintégrer au sein de la Ligue arabe, et qui là se place en pole position pour faire partie, pour participer avec l'argent du pétrole à la Syrie de l'après-Assad. Et les Émirats arabes unis sont un cas d'école de pays qui dialoguent avec tout le monde, qui appliquent les sanctions internationales depuis février 2022, mais qui continuent bien sûr de dialoguer, voire de faciliter un certain nombre de choses pour la Russie Vladimir Poutine, tout en accueillant des bases américaines, tout en accueillant des bases françaises. Donc je crois plutôt à un moment où ce sont des logiques au cas par cas, d'espèces de logiques comme ça, de pragmatisme affairiste qui vont l'emporter. Et en fait, non, je ne crois pas tellement à la logique des blocs. Je crois qu'on est plutôt dans des logiques transactionnelles où les États vont considérer d'abord leurs intérêts. Et ça ne s'appelle pas forcément du nationalisme, ça s'appelle au mieux du pragmatisme, au pire du cynisme. Merci pour ce voyage, pour ces voyages, Émilie. Merci beaucoup. Dans le prochain épisode, Éric Fotorino reçoit le photographe et réalisateur Raymond Depardon qui a choisi le mot « cadré ». Cette conversation vous est proposée par le 1 Hebdo, un hebdomadaire qui depuis 10 ans traite d'une grande question d'actualité en rassemblant plusieurs points de vue, plusieurs regards. Cette aventure de presse unique en son genre est née d'un besoin d'ouverture à la réflexion et à l'intégration des savoirs dans une époque toujours plus complexe où débattre avec nuance est devenu difficile. Nous vous donnons rendez-vous chaque mercredi en kiosque pour vous proposer de vivre notre époque sans la subir à travers la plume d'écrivains, de chercheurs de tous horizons, d'illustrateurs, de poètes et bien sûr de journalistes. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette belle aventure de presse libre et indépendante en vous abonnant sur le 1hebdo.fr.